Bonjour à toutes et à toutes, ravie de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Aujourd'hui, on va évoquer, fêter 100 ans, un anniversaire, mais je vois déjà les yeux courroucés de mes invités. Ils ne veulent pas parler d'anniversaire ni de fête, mais plutôt d'un enterrement. Et oui, on va évoquer les 100 ans de l'associatif en Belgique. Quelle est la légitimité aujourd'hui du fait associatif en rapport à cette loi qui a été votée le 27 juin 1921, qui organisait les ASBL, les associations sans but lucratif. Aujourd'hui, ces ASBL vont être intégrées dans un code des sociétés et des associations. Et on va le voir avec nos invités. Les frontières, en tout cas, vont être un petit peu plus limitées entre l'entreprise et l'association. On va voir tous ces impacts symboliques et pratiques sur ce débat démocratique. Bonjour à vous. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Cécile Partouns. Bonjour Cécile, vous êtes codirectrice du CAL Liège, mais aussi vice-présidente du Conseil supérieur de l'éducation permanente. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Nous avons également Pierre Smet. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes cofondateur du collectif 21, psychanalyste, criminologue au sein de la SBS SAS, Service de santé mentale. Et enfin, nous avons également Michel Steyart. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes directeur du CDB, c'est le Centre Vidéo de Bruxelles, qui a réalisé le documentaire dont nous allons voir quelques extraits qui évoquent évidemment l'associatif et les ASBL. Alors, en quelques chiffres, en 2021, 110 000 ASBL en Belgique, tous secteurs confondus. Vous m'arrêtez si je me trompe. Secteur associatif contribue à 5,4% du PIB national et les subventions représentent pour ces associations 57% de leurs revenus. Michel et Pierre, réexpliquez-moi en quelques mots comment a été perçue cette loi en 1921, pourquoi on a fêté 100 ans, pourquoi elle cesse, et pourquoi aujourd'hui on va faire entrer dans ce code nouveau les associations et les ASBL, et en quoi est-ce peut-être un problème? D'abord, il faut dire que la loi, c'est une longue histoire. C'est une histoire qui a déjà commencé en France, qui se poursuit en Belgique. Donc c'est vraiment une suite de luttes et de combats pour obtenir. Et que clairement, lorsqu'on voit à cette époque-là, il y a d'autres lois qui viennent consacrer quand même des mouvements et des luttes pour obtenir certains droits. Donc je pense que ça, c'est déjà une première chose. C'est vrai même qu'en Belgique, parfois, on confond, on pense que c'est 1901 alors que c'est la loi en France. Et je pense que pas tellement de gens savaient que c'était 1921, donc c'était bien de faire un rappel. L'enjeu de ce qui s'est passé au niveau de la législation, de nouvelle législation, ça c'est quand même, enfin, ce que nous considérons quand même dans une nouvelle optique de marchandisation, peut-être aussi dans une nouvelle étape du milieu associatif, peut-être aussi dans des enjeux économiques européens et même mondiaux, on pourrait dire. En tout cas, et peut-être, ça on pourrait se demander si c'est une étape vers une autre économie. D'accord. C'est pour ça que vous parlez d'enterrement, hein, vous, au collectif 21, plus que d'anniversaire, en tout cas, avec ce nouveau code des sociétés et des associations. Parce qu'effectivement, je le disais, la frontière entre entreprise et association, elle va être vraiment ténue maintenant. Pourquoi? C'est un risque identitaire sur les associations, Michel? Ben oui, parce que donc aujourd'hui on pourrait dire qu'on a basculé dans l'entreprise associative. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, le Code des sociétés et associations, une association peut faire commerce comme une entreprise. Commerce qui n'a plus rien à voir avec son objet social. Donc il y a un vrai danger de marchandisation et gérer, diriger, mener une entreprise, ce n'est pas la même chose que mener une association qui a bien un but social, un but philanthropique, un but de vouloir transformer, modifier, changer la société. Une entreprise, elle est là pour faire de l'argent. Oui, donc elle est moins solidaire. Or, voilà. C'était vraiment la solidarité qui était aussi la base et le ferment des assos. Oui, absolument, absolument. Donc cette loi pose question, elle risque à terme de poser un certain nombre de questions pour les associations et pour leur avenir et pour leur financement. On peut par exemple imaginer que les pouvoirs publics se disent aujourd'hui, puisque aujourd'hui les associations peuvent générer des moyens par de l'activité commerciale, pourquoi irait-on continuer à financer ces associations
à 100%. Oui, alors qu'on le rappelle, aujourd'hui, 57% de leurs revenus dépendent des financements. Voilà. Donc si on leur coupe, c'est un gros problème pour beaucoup d'entre elles. Voilà, c'est un des enjeux de cette loi. Il y en a beaucoup d'autres. Le collectif 21, en quelques mots, donc il a été créé parce que justement il y avait un danger, pour ouvrir un petit peu, pour mettre l'alarme sur ce problème-là. Pourquoi? Parce que les assos elles-mêmes ne se rendent pas trop compte des enjeux à venir? Mais je pense qu'elles se rendent compte, mais elles sont, comme on dit très souvent, quand même la tête très dans le guidon. Il y a quand même beaucoup d'enjeux pour beaucoup de gens sur le terrain. Donc il n'y a pas toujours le temps, les moyens pour s'occuper des trop gros enjeux. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les travaux préparatoires et le vote de cette loi ont été faits très très rapidement et avec très peu de consultations. Donc il y a eu aussi une espèce de mise à l'écart, ce qui n'est d'ailleurs pas le fait rien que de cette loi. Hein. Très souvent, on constate qu'il y a des lois qui passent un peu comme ça en catimini, quoi. Alors, vous vous connaissiez auparavant, mais pourquoi avoir voulu justement faire ce film, hein, Michel, c'est vous qui avez réalisé ce film en collaboration avec évidemment le collectif 21 et beaucoup d'associations. Hein. Il y a beaucoup de témoignages dans ce film qui est vraiment très sympa. En tout cas, voilà, on voit le problème pratiquement sur le terrain. Pourquoi avoir voulu faire ce film-là également? Comme Pierre vient de le dire, cette loi est passée un peu inaperçue, cette transformation dans le Code des sociétés et associations. Et donc, il nous semblait important de mettre dans l'espace public cette question de est-ce que le fait qu'on soit versé dans le Code des sociétés va poser question pour l'avenir. Et donc, le principal objectif était celui-là. Aussi, dans une perspective historique, c'était aussi de rappeler un peu d'où on vient et de permettre aux jeunes travailleurs dans les associations de se rendre compte aussi, puisqu'évidemment, il y a beaucoup de personnel, d'équipes dans les associations qui sont occupés à changer, aussi dans les administrations. Et donc, il y a une culture aussi de l'histoire associative qui est peu présente en Belgique. Et donc, je pense que c'était un des objectifs aussi du film, c'était d'ancrer les questions d'aujourd'hui dans une histoire. Vous structurez le documentaire sur 3 hypothèses, 3 couleurs, grise, noire, bleue. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une petite référence à un cinéaste, Chris Marker, qui a fait un film qui adopte cette manière de travailler. Et puis parce que je pense que ça correspondait tout à fait à ce qu'on voulait dire. C'est-à-dire qu'il y a la situation à laquelle on pourrait arriver si on ne fait pas attention, et qui est l'hypothèse noire. Et puis il y a la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est la grise, qui pose toutes les questions, tous les enjeux, tous les défis auxquels on est confronté. Et puis il y a la situation à laquelle on aimerait pouvoir arriver. Et donc il était important aussi pour moi, et je pense aussi pour le collectif 21, qui était à l'initiative de ce film, de terminer quand même aussi le film par l'hypothèse bleue. Et donc un peu d'espoir tout de même. Tout à fait. Bon, on va voir un petit extrait de l'hypothèse grise. Hein, on se retrouve juste après. Les défis de l'associatif, pour moi, c'est 2 choses. C'est d'une part le rapport aux politiques, le rapport au pouvoir public, et d'autre part la question du sens de l'action. Et ces 2 choses sont évidemment liées. Donc, le rapport aux politiques, c'est la question de l'autonomie associative. C'est la question de savoir en quoi le travail associatif est issu d'un projet collectif qui n'est pas spécialement lié aux politiques en tant que tel, et est porté par ce projet collectif et est capable d'apporter de la puissance d'agir, du pouvoir à ce projet collectif. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est la question du sens de l'action associative, c'est-à-dire de savoir si on est dans quelque chose qui est censé émanciper les gens, censé porter les communautés, censé rendre la vie meilleure pour les personnes qui sont liées au projet, ou si on est censé travailler pour le dire un peu vite et un peu caricaturalement, si on est censé conforter l'ordre existant et faire en sorte que les marges ne soient pas trop mouvantes, pas trop perturbantes pour l'ordre central du système social.
Mon constat est qu'on pourrait être face à un petit glissement dangereux sur l'image, enfin, la perte de l'histoire du secteur associatif, pourquoi il s'est constitué, pour qui il a décidé de travailler, la perte des valeurs qui l'ont fondé, qui l'ont créé à l'époque. Et ça, je pense que ça peut être assez problématique. C'est que les associations elles-mêmes oublient cette histoire, pourquoi elles se sont fondées à un moment donné, mais que les pouvoirs publics l'oublient également. Et donc peut-être qu'auparavant, on était dans une démarche qui provenait du terrain, qui allait chercher des moyens près de ceux qui définissent les lois, qui créent les règles et qui donc délèguent une partie des missions qu'ils ne peuvent assumer à des associations qui connaissent un territoire, qui ont développé des méthodologies, qui ont des expertises. On pourrait avoir tendance à observer un peu un renversement où on n'est plus dans une relation partenariale un peu d'égal à égal, où chacun est complémentaire. On pourrait être dans une relation de sous-traitance où les entités qui définissent les règles identifient des cahiers des charges de plus en plus précis et demandent à des associations de s'inscrire dans ces cahiers des charges. Et c'est vrai qu'on peut observer quand même qu'il y a pas mal de cahiers des charges qui sont un peu à côté de la plaque des besoins ou des réalités que les associations observent. Voilà, on l'a vu. Une petite bouteille d'eau, on l'a vu aussi, je vais la mettre de côté. Cécile Partouns, on parle de financement, on parle de subventions, on parle d'appel à projet. Vous êtes vice-présidente du Conseil supérieur de l'éducation permanente. C'est votre domaine. Rappelez-nous déjà ce que fait ce Conseil d'éducation permanente. Donc, le Conseil d'éducation permanente est une instance d'avis qui est composée d'une 50aine de membres qui sont tous issus de l'associatif qui travaille en éducation permanente. Et son rôle, comme on le dit, c'est de rendre des avis à la ministre de la Culture sur tout ce qui concerne l'éducation permanente et les politiques culturelles en général. Donc, les associations posent candidature chez vous, ou vous faites des appels à projets finançables et subventionnables. Comment se fait la sélection, en fait ? Donc, le Conseil de l'éducation permanente s'intéresse aux associations qui sont reconnues en éducation permanente pour avoir des subsides, pour pouvoir rentrer dans le décret de l'éducation permanente. C'est autre chose, les appels à projets. Les appels à projets dont on parle ici dans le reportage sont des appels à projets qui sont lancés par les pouvoirs publics ou des fondations, etc. Où là, de fait, moi, je constate la même chose que ce qui est dit dans le reportage, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, les pouvoirs publics invitaient les associations à résoudre des problèmes avec des objectifs globaux et généraux et laissaient les associations définir les voies et moyens pour arriver à atteindre ces objectifs. On voit depuis quelques années que petit à petit, la politique des appels à projets, les pouvoirs publics sont en train de dire aux associations les voies et moyens les plus utiles et les plus pertinentes pour atteindre les objectifs. Alors, ça peut être intéressant, enfin, c'est une démarche qui peut être jugée positive, ça veut dire que les pouvoirs publics s'intéressent, ont envie que ça se passe, ont envie que l'argent public soit bien utilisé, mais je pense qu'il faut faire attention, les pouvoirs publics et singulièrement les politiques ne sont pas en position, de par leur position, de par leur timing, de par leurs enjeux, d'avoir les compétences et la connaissance fine du terrain qui permet de définir les voies et moyens. C'est les associations parce qu'elles sont... Oui, elles sont au cœur du terrain. Il y a, enfin, moi je pense que quand vous parlez des deux, il y a une collaboration qui avait été envisagée de manière vraiment très intéressante, été construite au début des années 2000. Il y a eu la volonté de construire la charte associative. Et donc c'était vraiment un gros travail qui s'est réalisé avec les pouvoirs publics, à la fois ce qui s'appelait encore la communauté française, la région wallonne et la COCOF, en partenariat avec l'associatif, pour définir le partenariat sain qu'il y avait à y avoir entre les responsabilités des pouvoirs publics et la charge de travail et les responsabilités de l'associatif. Et cette charte, notamment, insistait pour une raison démocratique sur l'importance de l'autonomie associative. Et ça reste en démocratie vraiment quelque chose de très, très important. Vous avez peur qu'effectivement, il y ait une espèce une forme d'allégeance au pouvoir public, alors, de la part des associations, enfin, qui n'auraient pas les... L'allégeance n'est pas ce qui est souhaitable. Le partenariat est souhaitable, l'allégeance pas. Oui, d'accord. Donc on le voit, Pierre et Michel, de ce que dit Cécile à l'instant, c'est que les craintes sont partagées, on peut le dire. Qu'est-ce qu'il y aura de positif alors? Est-ce qu'il y aura du positif à ce code des sociétés, des assos?
Mais donc, ce que j'ai dit là tantôt, c'est-à-dire que est-ce qu'on va véritablement vers non seulement une économie sociale, mais une économie sociale et solidaire? Donc c'est ça la grande question. Je pense aussi que ce qui se passe, c'est que il faut quand même dire que dans le milieu associatif, il y a ce qu'on appelle les petites, les moyennes et les grandes associations. Donc il peut y avoir des tendances aussi à la restructuration. En Flandre, par exemple, ils ont restructuré, ils ont diminué le nombre. En Flandre, ils l'ont diminué. En France, ils l'ont diminué. Donc on est encore dans un moment de grande expectative, de voir comment les choses peuvent se passer, quelle est l'orientation ou la déviation dans laquelle on va pouvoir se trouver. Donc c'est maintenant, c'est dans cette zone-là qu'il est possible d'ajuster et de changer les choses. Après, il sera trop tard. Michel. Le Code des sociétés et associations a été voté, donc voilà, il est trop tard. Maintenant, oui, le côté positif, le directeur de Financité dans le documentaire le dit, la société c'est l'économie, l'économie la société, inscrire l'associatif dans l'économie, l'officialiser en quelque sorte, ça peut être vu comme positif. Oui, parce qu'on rappelle 5,4% du PIB. Voilà, comme le dit Pierre, tout dépend de quelle économie on parle. Alors si on parle d'économie solidaire, oui, ça peut éventuellement être effectivement positif. Et oui, donc une des grandes difficultés du secteur associatif, c'est qu'effectivement, le collectif 21 a l'habitude de dire il y a l'association de pétanque, le club de pétanque et l'hôpital Saint-Luc qui emploie des milliers de personnes et qui est aussi une ASBL. Mais la réalité des deux est évidemment très différente. Donc c'est très difficile aussi, ça je pense que le documentaire ne le montre pas vraiment parce que c'est un champ extrêmement vaste. C'est tellement vaste qu'il faudrait 1h30, 3 heures de documentaire. Voilà. Et que donc, quand on parle de l'associatif, c'est bien aussi de savoir un peu de quel associatif on parle. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a effectivement tout un courant qui est l'économie solidaire, des coopératives qui reprennent vraiment du poil de la bête aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, mais qui ont aussi des pratiques et des objectifs qui sont un peu différents de l'associatif dont on parle. Comment est-ce possible que justement les règles soient les mêmes pour tout le monde, pour ces coopératives dont vous parlez qui renaissent, pour les petites ASBL, pour les plus grandes comme l'hôpital Saint-Luc, il n'y a pas de segmentarisation dans ces codifications-là? Alors moi je pense qu'il serait intéressant effectivement, comme c'est dit aussi dans le film, qu'à l'intérieur du Code des sociétés et associations, on arrive à introduire une distinction entre des associations de type entreprise économique et solidaire et des associations qui n'ont comme seul but que du social et qui donc ne peuvent vivre que de subventions et qui n'ont donc pas du tout de velléité économique. Cécile Partoun, ça doit être pas facile non plus au sein du Conseil supérieur d'éducation permanente de jongler avec tout ça? Non, c'est pas simple. Nous aussi, on a évidemment des associations toutes petites et d'autres qui sont bien plus grosses. Par contre, on est clairement dans le champ de ces associations qui n'ont pas de visée économique. Et donc, nous, on dépend essentiellement des pouvoirs publics et des subventions publiques. Et donc, on va être très, très attentif à ce qui va se passer. C'est vrai qu'on est un peu dans l'expectative, comme on le disait précédemment. Ce qui est important pour nous, c'est que, avec tout le vocabulaire de rentabilité, etc., on ne se trompe pas sur la rentabilité ou sur justement en éducation permanente. Voilà, c'est ça. Mais ce qu'on fait, notre rentabilité, nous, elle est sociétale, elle n'est pas dans la production, elle n'est pas dans l'équilibre financier, elle est dans la capacité qu'en tant qu'association, on arrive à permettre à la société et aux individus qui la composent d'arriver à faire société ensemble. Donc nous, le capital qu'on construit n'est pas financier, il est symbolique, il est de l'ordre de la paix, de l'ordre du vivre ensemble, et donc ça se monnaie pas et ça se comptabilise pas en argent. Mais oui, donc voilà, éducation permanente pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas. Qu'est-ce qu'on pourrait, des quelques exemples, qu'est-ce qui est regroupé au sein de l'éducation permanente, des associations par exemple? Donc les associations d'éducation permanente sont celles qui, toutes tendances confondues, travaillent à permettre aux citoyens adultes de réfléchir sur la société et de voir comment, ensemble, ils veulent construire une société démocratique.
Voilà, donc là, on est vraiment dans le symbolique, dans le sens, dans la solidarité. C'est ce qu'on voit bien dans le documentaire, c'est que beaucoup d'associations et de membres des associations vont chercher du sens qu'ils ne trouvent plus dans leur vie. Et donc, si on leur enlève ça, où est l'intérêt et la légitimité d'une association, Pierre ? Oui, oui, tout à fait. Ça, depuis le début, c'était, je pense, ce que beaucoup de gens ont cherché dans les associations, c'est effectivement ce sens. Aujourd'hui, il y a toutes les pratiques d'évaluation, mais on voit bien, par exemple, que la pratique d'évaluation, elle ne pose pas véritablement la question du sens. Elle pose toute une série de questions, mais qui ne sont pas des questions du sens. Là, on est quand même aussi avec, par exemple, toutes les influences managériales qui nous tombent dessus, je dirais, via, entre autres, aussi l'administration, et où on se demande où est encore la place pour la question du sens dans ce type de questionnement, en fait. Dans le documentaire, vous êtes, dans le début du documentaire, vous chargez, vous avez la lourde tâche d'évoquer l'hypothèse noire. Hein, et vous terminez dans un grand éclat de rire en se disant, dans 100 ans, que seront les assos, elles se pensent pérennes, indispensables et ultimes. Pas du tout, vous en riez. Mais en même temps, ça vous fait pleurer, j'imagine. Ça vous conforte dans cette idée qu'il y a un danger. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que le mot associé, il y a dans le mot associé quelque chose qui fait lien, qui fait un lien qu'on peut appeler lien social, mais qui fait lien. Je pense que ce lien est vraiment une des dimensions humaines et qu'il peut tout à fait être saccagé. Donc quand même, pour moi, le fond de l'affaire d'une association, c'est des gens qui s'entendent bien. C'est les gens qui s'entendent bien et qui ont envie de faire quelque chose, quoi. Et ça, je pense que c'est pas... peut-être qu'on peut dire que certains gens s'entendent bien, ils ont envie de faire une entreprise commerciale. Gagner beaucoup d'argent. Mais voilà, c'est ça. C'est quand même pas la même chose que de s'entendre bien et d'avoir un objectif qui n'est pas financier, qui porte quand même vers autre chose, quoi. Vous introduisez parfaitement le second extrait du documentaire que nous allons voir concrètement. Nous, lorsqu'on nous appelle et qu'on nous dit on a besoin d'un camion, on est dans la merde, on peut envoyer un chauffeur qui part avec un camion, qui donne un coup de main, on peut prêter une tente, on peut prêter du matériel, mais on nous dit maintenant, en fait, tout ça vous pouvez le louer. Tout ça, rentabiliser ce que vous faites. En fait, on est occupé à tuer une collaboration d'amis. Donc la bande d'amis qui maintenant d'un coup devra dire bah tiens en fait ma structure m'a coûté autant, oui il faut que je la rentabilise alors qu'on n'a jamais été là-dedans. Et c'est ça qui me fait peur. Et ça ne me fait pas peur pour nous. Nous, on existe depuis 25 ans. 25 ans, ça ne me fait pas peur pour nous parce qu'on a notre fonctionnement. Ça me fait peur pour ceux qui arrivent, pour ceux qui, l'année prochaine, l'année qui vient, les années à venir, qui vont vouloir créer des petites structures et qu'on va leur dire « Mais non, en fait, vous devez déposer quasi un registre de commerce pour créer votre association business, machin. » Mais on voit bien que ce qui se cache derrière, c'est l'idée que, en fait, ce serait la même logique qui mène l'ensemble de l'humanité. Donc l'ensemble des acteurs, des humains, seraient mus par l'idée que le profit est ce qu'il faut atteindre, qu'il soit social, qu'il soit pécuniaire, qu'il soit autre chose. Et donc il n'y a plus de distinction, en fait, entre ce qui travaillent les acteurs sociaux de l'intérieur. Les acteurs associatifs ne sont jamais que des entrepreneurs comme les autres. Cécile Partouns, ce qui vient d'être dit justement dans cet extrait-là, c'est exactement ce que vous entendez, vous, de vos associations d'éducation permanente. C'est retrouver du sens, en tout cas garder ce sens, et surtout pas de marchandisation de leur travail. Absolument, donc c'est vraiment l'inquiétude, comme on l'a dit déjà, on est dans l'expectative, mais l'inquiétude est grande d'être assimilé et de devoir se comporter en bon entrepreneur qui doit arriver au moins à l'équilibre financier et qui doit être rentable dans ses heures de travail, etc. De nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rentabilité chez nous se place ailleurs. La rentabilité sociétale passera par la solidarité réciproque, par le don, peut-être par la vente, mais aussi parfois par la gratuité inconditionnelle
si c'est vraiment ça qui est utile pour pouvoir permettre à un citoyen d'avancer, permettre à des citoyens de se rencontrer et de construire des alternatives. Oui, hein, Michel Steyaert, c'est étonnant de voir que ce code n'est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe dans la société, parce qu'on a vu, comme vous le disiez, plein de coopératives, d'associations se créer, #MeToo, les Black Lives Matter, tous les mouvements pour l'écologie, aujourd'hui, se basent sur ce sens, sur cette solidarité, cette entraide, et on est presque en décalage avec ce que la société a envie d'offrir, non ? Oui, on est en décalage aussi par rapport à ce qui vient d'être dit. Il ne faudrait pas croire que l'associatif ne veut pas d'efficacité, ne cherche pas l'efficacité, ne cherche pas le résultat, mais c'est un autre résultat, un autre type d'efficacité qu'on cherche. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose qui coince réellement entre un code des sociétés, oui, où il y a une efficacité qui est recherchée, mais qui n'est pas la même que celle des associations. Et donc mettre ces deux dans le même panier crée une vraie tension. Alors, il reste 2 minutes avant la fin de ce débat. Mais alors, que faudrait-il faire ? Les constats sont posés. D'abord, il faut évidemment regarder le documentaire. On va le dire dans quelques minutes, où le trouver et le faire circuler surtout. Mais qu'ont entre les mains comme arme les associations pour demain ? Oh là là, je pense qu'il faut rappeler, à mon avis, c'est aussi un peu l'objectif du film, que c'est ensemble qu'il faut continuer à travailler. Et que donc c'est aussi un des effets de la marchandisation, c'est la concurrence. Et donc il faut faire attention à ne pas devenir nous-mêmes concurrents entre nous. Et donc je pense qu'une des premières choses à faire, c'est rester solidaire. Et donc c'est travailler ensemble à maintenir notre activité, à pouvoir rester connecté aux besoins de la société, puisque c'est quand même c'est pour ça qu'on est là, c'est pour répondre aux besoins de la société, et donc à travailler, je rejoins aussi ce qui a été dit, à travailler, ce qu'on aimerait quand même bien, c'est de travailler plus main dans la main avec les pouvoirs publics. Il reste peu de temps. Pierre, vous êtes d'accord avec ça ? C'est effectivement, comme on l'a vu dans l'extrait, cette petite troupe de théâtre qui dit « si on veut mon camion, on prend mon camion ». Je ne vais pas commencer à faire payer le camion une demi-journée, non. C'est ça, en fait, c'est ce combat-là qu'il faut maintenir. Oui, donc c'est-à-dire qu'il va quand même y avoir 2024 où il y a de nouvelles élections. Donc je pense qu'il faudrait effectivement demander aux partis d'être très précis sur les orientations qui vont être prises. Et puis aussi, je pense qu'il faut, à partir du terrain, continuer à élaborer et à faire valoir notre expertise. Je pense que les situations qui se rencontrent sur le terrain sont des situations qui bougent et dans lesquelles il faut qu'on puisse continuer à dire ce que les gens demandent, ce que les gens veulent, en fait, ce en quoi ils sont en besoin, en nécessité. Première action, c'est évidemment de regarder ce documentaire. 2121 hypothèses associations. Il est diffusable. On peut le demander, le diffuser en association, faire des soirées de projection. C'est un outil pédagogique qui a été créé dans le cadre de l'éducation permanente. Et donc, il est à disposition de toute association qui veut s'en emparer. Et pour ce faire, c'est simple, cvb.be. Allez voir sur le site du CVB. Il y a tous les numéros de téléphone, contacts nécessaires pour entrer en contact avec nous et demander de pouvoir utiliser le film. Merci beaucoup Michel Steyaert, Cécile Partoun, c'est Pierre Smet et un livre. Oui. Allez, très bien. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.